On ne parle que de ça alors que l'Assemblée nationale a voté le 12 juin dernier la pénalisation des clients de prostituées et abrogé le délit de racolage. Une journaliste donne la parole à ces femmes qui pratiquent la prostitution ou qui s'en sont sorties. Sophie Bouillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être au Figaro. Vous êtes journaliste, prix Albert Londres 2009 et auteur de cet ouvrage « Elles, les prostituées et nous », qui donne la parole aux prostituées et à travers une série de portraits. Vous avez enquêté durant 3 mois et cette enquête vous a mené en Afrique, à Genève, vous êtes passé par Paris, la place Pigalle, le Bois de Boulogne. Qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer ces femmes et à les faire parler ? Alors, en fait, à la base, c'était une série de reportages radio que j'ai fait. Je revenais d'Afrique du Sud, où j'étais correspondante. Et c'était donc la première fois où j'ai décidé de travailler sur un thème de société en France, sur mon propre pays. Et puis, j'ai commencé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué. Ça m'a porté pendant quasiment 1 an d'enquête. Alors, en faisant ça et autre chose. Mais disons que c'est un fil rouge que j'ai tiré. J'ai passé 3 mois pleins à ne faire que ça, à rencontrer ces femmes et ces hommes, puisque je rencontre aussi des clients. Mais au cours de mes reportages radio, il y avait plein de choses que je n'ai pas pu dire, parce qu'il aurait fallu des micros cachés, et puis je ne voulais pas faire ça. Et puis toute cette réflexion en fait, personnelle qui porte le livre, cette subjectivité un peu assumée sur les questionnements que je me pose moi, en tant que journaliste, en tant que femme, en tant que Française, qui n'apparaissait pas du coup. Donc j'ai voulu l'écrire et j'ai voulu en faire un livre. Alors justement, vous dites que tout le monde, au début de votre ouvrage, vous dites que tout le monde a son avis sur la prostitution et que cet avis est fondé sur des fantasmes. Vous-même, avant de commencer votre enquête, et vous venez de le dire, vous pensiez comme tout le monde que la prostitution était un mal social nécessaire, le plus vieux métier du monde, ou qu'elles étaient là pour ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre réflexion aujourd'hui après cette enquête ? Effectivement, tous ces stéréotypes un petit peu qu'on entend dans les dîners, dans les conversations. Moi, ce qui a changé, c'est de les rencontrer. C'était devenu des femmes comme moi. Et puis, sur les questions, particulièrement, vous le citez, sur la question des viols. Alors, on entend souvent, oui, alors il y aura plus de viols si la prostitution est interdite, etc. C'est vrai que tout ça se déconstruit au fur et à mesure. La question du choix, de faire ce métier ou pas, c'est-à-dire que personne n'a vraiment le choix d'être prostitué ou pas. C'est des conséquences d'histoire personnelle, particulièrement traumatisée. Voilà, un parcours, un manque d'argent, un manque de papier. Oui, le manque d'argent aussi ressort souvent dans les témoignages. L'addiction à l'argent aussi revient beaucoup. Et puis des parcours où finalement beaucoup de femmes se retrouvent sans rien. Et puis avec ce parcours initial, personnel, fait qu'elles se tournent aussi vers la prostitution. Alors en préparant cette émission, j'ai revisionné un documentaire de Mireille Darc qu'elle avait fait en 2011 qui s'appelait « Pas sur la bouche » et qui était consacré aux escort girls. Et dans ce documentaire, on entendait l'écrivain Virginie Despentes, qui est une ancienne prostituée d'ailleurs, occasionnelle, et qui disait à l'époque « Une prostitution choisie, une prostitution sans proxénète, c'est un travail intéressant, un travail qui rend service, un travail qu'on peut faire avec talent, c'est un travail qui est proche de ce que peut faire un psychothérapeute ». Qu'est-ce que vous pensez de ce discours ? Alors j'ai entendu ce discours notamment chez les très jeunes femmes. Et c'était le cas de Virginie Despentes à l'époque où elle se prostituait, elle était très jeune. Ce que j'ai découvert un petit peu au fil de cette enquête, c'est qu'il y a des phases dans la prostitution. Et notamment au début, quand on commence et qu'on est très jolie, très jeune, les clients viennent vers vous. Vous pouvez même les choisir puisque vous avez le choix et vous pouvez mettre vos prix et assurer les prestations que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez refuser certaines choses. C'est en particulier, si je puis me permettre, l'exemple que vous donnez à travers ces jeunes femmes qui viennent d'une cité de Marseille, qui sont effectivement très jeunes, petite vingtaine, et qui travaillent dans un salon de sexe à Genève et qui effectivement ont un regard extrêmement distancié sur leurs clients, voire un peu apitoyé. Et qui ont l'impression de maîtriser. C'est-à-dire que c'était intéressant parce que les clients avaient le même âge, ils venaient des mêmes cités et le rapport de force qu'on retrouvait, j'imagine, dans les cités où les femmes n'ont pas la parole, là-bas était complètement inversé. Tout ça, c'était intéressant, sauf que dans le parcours de la prostitution, une fois qu'on est dedans, et Virginie Despentes, c'était occasionnel, vous l'avez dit, c'est un parcours qui se déconstruit au fur et à mesure des années. Et pour certaines, ça dure très bien et tant mieux, mais c'est quand même une très petite minorité. Et pour d'autres, il y a tous ces phénomènes du temps, du vieillissement, des clients plus ou moins violents, qui fait qu'en fait, c'est une descente. C'est une descente qu'une des intervenantes appelle une mise à mort progressive. Et puis, si vous vous prostituez pendant 10 ans, qu'est-ce que vous faites après ? Une fois que vous avez 35, 40 ans, que les clients ne vous veulent plus,
qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire que d'en ressortir, ça devient extrêmement difficile. Je le disais en intro, l'Assemblée nationale a voté le 12 juin dernier la pénalisation des clients. Et on le disait tout à l'heure, vous donnez la parole à des clients dans votre livre. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, eux, ou qu'est-ce qu'ils pensent, les clients, les hommes que vous avez rencontrés, de cette pénalisation de la demande? Alors déjà, il faut quand même signaler que la loi n'est pas définitive. Oui, puisqu'elle doit passer par le repasser Sénat. encore au Sénat. Enfin, c'est un jeu de ping-pong entre les assemblées. Un vrai bras de fer même, on va dire. Ouais, exactement, politique. Les clients, parce que j'en ai rencontré bien plus que ce qu'il y a dans le livre, mais j'ai dû faire une sélection, mais il y a un des jeunes dans la maison close en Suisse qui m'a dit... Quand même, ils interdisent le plaisir des gens, c'est dégueulasse. Et je me souviens, c'est interdit d'interdire le plaisir des gens. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de clients, ils ne voient pas le mal. C'est-à-dire que c'est là, ça existe, et ils ne voient absolument pas le mal. Et je l'ai remarqué aussi dans les tests d'évaluation, les notes, parce que maintenant, dans les sites d'escorting de jeunes filles, il y a leur profil, et en dessous, il y a les commentaires des clients et des notes. Dont vous mettez quelques extraits d'ailleurs. Dont je mets les extraits les plus tranquilles, les plus soft. Et qui sont déjà très hard, on va dire. Ouais, et je ne pouvais pas évidemment tout mettre, mais il y a ce moment où vraiment on a le sentiment qu'ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent absolument plus qu'ils sont en train de parler d'un être humain, vraiment. Et moi, ça m'a surpris. C'est du service, c'est du marketing. Vous payez pour un service, vous attendez au tarif que vous payez, vous attendez à ce que l'objet ou le service soit parfait. Et comme je l'écris, c'est-à-dire que être la femme parfaite est un marketing, c'est-à-dire il faut être la femme parfaite. Mais toujours est-il que je pense que les défenseurs de la loi de pénalisation du client disent on sait très bien que la prostitution ne disparaîtra pas, c'est comme le vol qui est interdit mais ça ne disparaît pas. Mais c'est de faire prendre conscience aux clients de ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est un point intéressant de cette loi. C'est-à-dire que personne n'est dupe, la prostitution ne disparaîtra pas du jour au lendemain, sauf que de faire prendre conscience aux hommes que ce qu'ils font participe à un système, et on ne parle même pas du système des réseaux, parce que ça, c'est quand même... Mais au moins de faire prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que finalement, à force de dire c'est un travail comme un autre, ça fait 2000 ans que ça existe, c'est normal. Et il y a cette femme donc, qui en est sortie depuis une dizaine d'années qui dit qu'elle est une survivante. C'est-à-dire que vraiment, au fur et à mesure des années, les clients l'ont détruite. Mais elle ne leur en veut pas. Elle dit ils ne pouvaient pas savoir. Et je trouve que c'est intéressant, au moins de se poser cette question-là. Alors, depuis la mise en place de lois anti-proxénétisme, anti-racolage, rien n'a vraiment changé. On s'aperçoit même qu'en Suède, où la pénalisation des clients a été mise en place en 2009, eh bien, finalement, on s'aperçoit que les prostituées sont extrêmement stigmatisées, que ça n'est pas un succès, loin de là. Et au plus, vous le disiez, on voit se développer aujourd'hui des nouvelles formes de prostitution. On parle de sex-tours aujourd'hui, qui sont des modes opératoires qui sont mis en place par des réseaux mafieux grâce à Internet. Vous, par rapport à ce que vous avez vu, par rapport aux rencontres que vous avez faites, par rapport à la situation dans laquelle on est juridiquement en France, comment vous voyez l'avenir de ces femmes aujourd'hui ? En tout cas, je pense qu'il n'y a pas de système parfait pour réguler la prostitution. En Afrique du Sud, par exemple, où j'ai travaillé un petit peu sur la question, la prostitution est complètement criminalisée. Les femmes sont criminalisées, elles vont en prison, elles se font violer par la police, racketter, il y a des maisons closes partout, c'est terriblement hypocrite, sauf qu'elles n'ont aucun droit. En Suisse, c'est totalement libéralisé avec des maisons closes, mais aussi évidemment la prostitution de rue, la prostitution de bordel, mais organisé différemment. Ça n'empêche absolument pas les réseaux, ça n'empêche absolument pas les femmes qui se retrouvent sur les routes ou dans les zones industrielles, etc., qui ne sont pas protégées. Et puis en France, on est dans une situation tellement ambigu, où en fait on n'a vraiment pas trouvé de solution, donc on est un petit peu entre les deux, très hypocrite sur la loi anti-proxénétisme qui est poussée à son extrême. C'est-à-dire que j'ai un avocat qui me dit en fait on a le droit d'être prostituée mais on n'a pas le droit d'avoir de clients, on peut être prostituée sur une île déserte en France. Et donc en fait chaque système est différent, mais chaque système n'arrive pas finalement à trouver une solution. Et en Suède, c'est pas non plus la panacée. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre parti dans ce livre. Je ne veux pas que ce soit un livre militant parce qu'on a beaucoup de livres très militants sur la prostitution, que ce soit du côté du STRAS, du syndicat des travailleurs du sexe ou des abolitionnistes. Et en fait, finalement, on ne se pose plus les bonnes questions, on ne sait plus vraiment qui elles sont,
on ne les entend pas. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Vous leur avez fait parvenir, au moins à certaines d'entre elles, parce que j'imagine que vous n'avez plus de contact du tout avec une partie des femmes que vous avez interviewées. Est-ce qu'elles vous ont fait des commentaires ou vous ont fait un retour sur le contenu de cet ouvrage ? Écoutez, en tout cas, celles avec qui j'ai pu entretenir des relations, parce que ce que j'explique au début du livre, c'est que dans ce milieu-là, les contacts sont très furtifs. Elles vous donnent des faux noms, elles vous donnent des faux numéros de téléphone. Évidemment. Elles ne veulent absolument pas mélanger leur devis. Et puis, je pense qu'elles se livrent parce qu'elles ont besoin de parler. Et puis d'un seul coup, le lendemain, elles se disent « Mon Dieu, mais pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi j'ai raconté tout ça ?» Et du coup, elles se rétractent. Et c'est vrai que c'était difficile dans cette enquête de maintenir des liens. Notamment avec celles qui ont continué le métier. Et c'est sûrement pas un hasard, j'ai gardé des liens avec les femmes qui ont arrêté. Alors est-ce que c'est de la honte, de la peur, je ne sais pas, mais en tout cas le livre s'ouvre sur une question qu'une jeune femme de 19 ans me pose et qui est « Qu'est-ce que tu penses de nous ?» Et quand elle me la pose, en fait, je ne sais pas quoi répondre. Parce que il est tard et je suis prise au dépourvu. Et en fait, ce livre, c'est un peu la réponse. Parce que je n'ai pas su lui dire « je ne te juge pas ». Elle n'était pas très à l'aise dans cette maison close. Et elle attendait que je lui dise ça. Et je n'ai pas su. Et du coup, j'ai voulu écrire ce livre un petit peu pour répondre à cette question. On espère qu'elle le lira, ne serait-ce que peut-être pour vous donner un retour par rapport à la question qu'elle vous avait posée il y a quelques mois. Merci beaucoup, Sophie Bouillon. On recommande fortement donc, ce livre « Elle, les prostituées et nous », et c'est aux éditions Premier Parallèle. Disponible sur le site internet, notamment de Premier Parallèle, en e-book. En e-book, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.